Ethereum 2.0, ça te dit quelque chose? En septembre 2022, Ethereum a changé de consensus, passant alors du Proof of Work au Proof of Stake. Depuis cet événement, Ether prétend être devenu beaucoup plus écologique. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va plonger au cœur du sujet. Comment fonctionne réellement ce nouveau système? On va décortiquer tout ça ensemble dans quelques instants, mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Le passage d'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake a suscité de nombreux débats sur l'impact écologique du futur Ethereum. Ce changement majeur a permis de réduire drastiquement la consommation énergétique du réseau. Avant sa mise à jour et à titre d'exemple, le réseau consommait environ 84 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation d'un pays comme l'Argentine. Cette consommation était due notamment à l'algorithme de Proof of Work où des milliers de mineurs effectuaient des calculs énergivores pour valider chacune des transactions. Si tu m'as perdu, en gros, avec des ordinateurs, chacun chez lui mettait à disposition sa capacité de calcul pour valider des transactions. Et en validant ces transactions, ça te permettait à toi d'envoyer une fraction d'Ether d'un point à un autre. Ça ne marchait que parce que eux disaient OK, ils validaient ça. Et ils étaient récompensés pour sécuriser le réseau en validant ça. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça que fonctionne Ethereum. C'est encore le cas pour Bitcoin, mais ça ne l'est plus pour Ether. Avec Ethereum 2.0, la consommation annuelle d'énergie a chuté jusqu'à 0,01 TWh, soit une réduction de près de 99,9%. Oui, c'est juste incroyable. En comparaison, Bitcoin, qui lui n'a pas changé de consensus, consomme aujourd'hui environ 112 TWh par an, même si les chiffres varient et il est difficile de déterminer combien il consomme réellement. En réalité, la consommation énergétique d'une crypto-monnaie n'est qu'un des aspects de l'impact écologique. L'empreinte carbone d'un réseau blockchain dépend surtout de sa source d'énergie. Même si Ethereum a réduit sa consommation, il s'est aussi séparé de son obligation de rentabilité des mineurs. Je te renvoie à ma précédente vidéo sur Bitcoin si tu veux en savoir plus. Bitcoin, avec sa consommation d'énergie très élevée, émet environ 50 millions de tonnes de CO2 par an. Pour autant, plus de 70% de son réseau fonctionne exclusivement sur des surplus énergétiques ou des sources d'énergie renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que quand tu es mineur, donc quand tu utilises ces superordinateurs pour effectuer les calculs, tu es incité naturellement à aller vers des endroits où l'électricité te coûte la moins chère possible. C'est normal puisque tu veux faire des économies pour maximiser ton profit. Et là où ça coûte le moins cher, c'est d'aller sur des surplus énergétiques, comme par exemple un barrage hydroélectrique qui produit, je ne sais pas moi, énormément d'électricité, mais qui n'est pas en capacité de redistribuer son électricité directement alors qu'il vient de le produire. Et comme on ne peut pas stocker l'électricité, c'est de l'électricité perdue. En se connectant là-dessus, et les mineurs de Bitcoin rachètent de l'électricité à vraiment pas cher, parce que de toute façon, cette électricité, autrement, elle est perdue. Et là, ça leur permet de réduire leurs coûts. Mais ça les oblige aussi, naturellement, du coup, à aller vers des surplus énergétiques ou la transition énergétique. En passant du Proof of Work au Proof of Stake, Ethereum, lui, il a détruit cette incitation naturelle à aller vers de l'électricité beaucoup moins chère. Et même s'il consomme beaucoup moins aujourd'hui, Ethereum utilise donc beaucoup plus régulièrement les sources d'énergie qui sont disponibles et qui sont donc très souvent des sources d'énergie fossiles. De plus, les deux réseaux, Bitcoin et Ethereum, ont des propositions de valeur complètement différentes. Bitcoin repose sur un modèle de décentralisation totale, où la validation des transactions se fait par des mineurs qui sont dispersés partout dans le monde, et qui assurent donc la sécurité du réseau, mais aussi ils s'assurent que personne, aucune entité centrale ne décide de tout. Et ce n'est absolument pas le cas d'Ethereum, qui lui, de son côté, cherche à réduire son empreinte écologique, en maintenant une décentralisation, on va dire, suffisante. Mais pas du coup à 100%, car pour participer à la validation des transactions sur Ethereum 2.0, il est alors nécessaire de stacker, de mettre de côté une partie des Ethers ou des Ethers entiers et d'être récompensé pour ça. Malheureusement, cela oriente bien évidemment le réseau, l'ensemble d'Ethereum, vers des acteurs qui sont de plus en plus importants et donc de plus en plus puissants. Je sais pas si tu as compris le raisonnement, mais comme il faut bloquer des Ethereum pour recevoir les récompenses, plus t'en as, plus tu reçois de récompenses. Donc en fait, c'est des grosses entreprises qui possèdent beaucoup d'Ethereum qui vont faire ce travail, même si des petits particuliers le font aussi. Moi, je le fais, mais je pense qu'on n'est pas assez nombreux aujourd'hui pour parler réellement de décentralisation.
Ce phénomène crée alors une forme de centralisation, même si Ethereum n'en a pas envie, et où les petits acteurs sont vite, très vite, mis à l'écart. Cela soulève notamment une question importante. Est-il alors préférable d'être plus écologique ou plus décentralisé ? Personnellement, je pense que la proposition de valeur d'Ethereum n'est pas du tout la même que Bitcoin. Pour moi, créer une monnaie incensurable et résiliente nécessite de consommer de l'énergie pour donner une valeur réelle au Bitcoin. Et c'est ce qui différencie notamment Bitcoin de toutes les autres monnaies qui existent au monde et qui n'ont d'ailleurs plus aucune valeur aujourd'hui. Pour Ethereum, ce n'est pas forcément nécessaire, car l'objectif est davantage de créer une boîte à outils blockchain. C'est donc un risque, bien sûr, qu'Ether soit énormément centralisé, mais pour moi, c'est moins grave que si Bitcoin était passé en Proof of Stake. J'en profite d'ailleurs pour expliquer cette théorie, mais pour moi, la vraie transition énergétique, elle va passer par ça, par la contrainte, l'incitation à aller vers des systèmes plus résilients et moins consommateurs. Une deuxième approche pour rendre réellement plus écologique Ethereum serait d'aller vers l'adoption des protocoles hybrides, qui combineraient alors les avantages des deux systèmes, le Proof of Work et le Proof of Stake, tout en intégrant des mécanismes de réduction d'empreinte écologique. Et c'est là pour moi tout l'intérêt des crypto-monnaies, car elles sont malléables. Elles ont plus de flexibilité que tout autre réseau. Un modèle hybride pourrait alors inclure du sharding pour Ethereum, ce truc que j'expliquais dans une autre vidéo où en fait ta transaction elle arrive et elle s'ouvre en plusieurs réseaux, mais le protocole Lido aussi pourrait également être une solution. En effet, Lido est un protocole de stacking liquide qui permet aux utilisateurs de participer au stacking d'Ethereum, donc de verrouiller des Ethers ou une partie d'Ethers depuis leur fonds sur le réseau. En d'autres termes, Lido permet à des utilisateurs de déposer ces Ethers et de recevoir en retour des STETH, une sorte d'Ether plus liquide. Ils ont alors la preuve qu'ils ont déposé ces Ethers, mais ils les gardent quand même sur leur portefeuille. Et ça, je l'ai fait pendant quelques temps quand même. Et ça te permet également, grâce à ces nouveaux Ethers, entre guillemets, qui sont la preuve que tu les as déposés, de les redéposer ailleurs. Et donc de multiplier les récompenses de stacking. Et ça, c'est une incitation pour moi à aller vers moins de consommation. Mais si tu comprends pas tout ce que je te dis, n'hésite pas à poser des questions en commentaire. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà complexe, mais si vraiment le sujet t'intéresse, parce que moi il m'anime, n'hésite pas à me le demander et je ferai une vidéo pour rentrer davantage dans le détail. Mais voilà en gros où nous en sommes sur la transition d'Ethereum vers une version plus écologique du protocole. Bien sûr, celle-ci n'est pas encore parfaite, mais elle reste en constante évolution. Et c'est aussi ce qui la différencie énormément de Bitcoin, qui Bitcoin est un gros monstre, une sorte de coffre-fort rigide et qui ne bouge pas. Alors qu'Ethereum, lui, il y a énormément de gens qui travaillent sur le protocole et il est en évolution constante. J'espère que ces sujets te passionnent tout autant que moi. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus, pense à t'abonner à la chaîne. Tu seras peut-être intéressé par Bitcoin, Ethereum et d'autres vidéos que j'ai pu faire sur le mining. Alors je te les mets juste ici et t'en trouveras d'autres juste là. Merci encore à toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!